Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de votre intérêt. Nous allons évoquer ce matin à cette émission la demande d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. On l'a dit dans les nouvelles ce matin, un groupe de 16 députés a déposé sur le bureau du président de la Chambre basse une demande d'interpellation. On sait qu'il en faut 5 députés pour produire cette demande. 16 députés l'ont fait. On va en parler avec des parlementaires. D'abord, nous avons avec nous en studio un député qui n'a pas signé la demande et étant, faisant partie de notre groupe. On dit groupe majoritaire. Il s'agit du député Price Cyprien qui est là avec nous. Et on va évidemment aborder d'autres sujets avec lui en attendant qu'il soit rejoint par d'autres parlementaires. Député, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Tu sais que c'est toujours un plaisir, Wendell, d'être sur le point pour faire le point sur les sujets d'actualité et sur les problèmes du pays et voir comment aborder la politique de manière objective pour voir quelles solutions on peut apporter à des problèmes qui rongent notre société. Vous bougez beaucoup ces derniers temps. Bon, c'est vrai qu'avec le rôle que je joue dans la diplomatie parlementaire, ça m'invite à me déplacer très très souvent. Et j'ai des invitations un peu par-ci, un peu par-là, des parlements des autres pays, et particulièrement du Parlement européen. Je reviens tout récemment de la Martinique sur invitation des parlementaires du Parti démocrate européen. Donc je devrais donner 2 conférences pour eux. D'une part sur la diplomatie parlementaire et l'intégration des parlements de la Caraïbe, et d'autre part sur la question qui nous préoccupe, la question du réchauffement climatique. Vous savez, avec les débats et les accords qui ont été signés depuis la COP21, les accords de Paris, et la COP22 à Marrakech, et aussi la COP23 à Bonn. Donc là, ce sont des sujets qui bougent, donc il faut en parler. Et la Caraïbe ne peut pas rester à l'écart de tout cela, donc j'étais obligé de partir pour la Martinique et faire ces conférences et revenir tout de suite. Bien avant, il y avait la conférence de Lima, et le 8e congrès sur la lutte contre la corruption. Donc les parlementaires latino-américains de Parlaméricas m'avaient envoyé une invitation pour être présent à cet événement. Donc on a pu, au cours de cet événement, voter une résolution et je me suis engagé auprès de nos collègues parlementaires latino-américains de pouvoir discuter avec les collègues du Parlement haïtien et voir comment nous engager aussi dans la lutte contre la corruption, comme tous les parlements des pays latino-américains sont en train de le faire. Et donc, très bientôt, on sera à Kigali, très bientôt, avec mon frère, le député Abel Descollines. On est invité par l'ALDEPAC, qui est aussi un groupe de parlementaires du Parlement européen, à leur assemblée générale qu'ils vont faire à Kigali, je pense que dans 2 semaines. Vous bougez beaucoup, et pour me répéter, vous donnez des conférences à l'étranger, donc nous devons rapidement comprendre, et le public doit comprendre aussi, que le travail d'un parlementaire ne se résume pas à une question de pour ou contre, ne se résume pas non plus à une question de légiférer ou encore à contrôler le gouvernement. Être parlementaire dans n'importe quel pays, c'est plus que ça. Je pense que de nos jours, avec le développement de la diplomatie parlementaire, un parlementaire est un homme du monde. On est appelé à donner nos points de vue à n'importe quel parlement qui a besoin d'un point de vue d'un parlementaire haïtien. On est appelé à nous déplacer, à discuter avec les autres. Et c'est vraiment intéressant de voir que maintenant se nourrit l'idée
de pouvoir réunir les parlementaires de la Caraïbe. C'est intéressant et je pense que c'est un volet dans lequel on doit participer. Nous, les parlementaires conséquents en Haïti, on doit aussi suivre cette mouvance. Une fois que la nouvelle est tombée, on l'a apprise très tard, hier soir, qu'une demande en interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a été déposée au bureau du président de la Chambre basse. Nous nous sommes arrangés, nous nous sommes dit que le point de ce matin ne doit être consacré qu'à ça. Et en effet, nous avons appelé plusieurs parlementaires. Il y en a qui affirment ne pas vouloir opiner sur la question pour le moment. Il y a un député qui a fait un grand sacrifice, un énorme sacrifice, puisqu'il était chez lui, en province, quand je l'ai invité à venir participer. Donc, il a fait le déplacement. Il faut comprendre que c'est un parcours de combattant et on a dû confondre vitesse et précipitation pour rejoindre Métropole, pour arriver à Métropole ce matin. Il s'agit du député Abel Descollines qui nous a rejoint ce matin alors qu'il a reçu l'invitation très tard hier soir. Député, merci au nom des auditeurs de Métropole et téléspectateurs. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à Métropole. Bonjour Rwendel Théodore, bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole, bonjour à mon collègue Cyprien, professeur d'université. J'ai eu le plaisir d'écouter mon collègue en préambule de cette émission, parlant justement de cette tournée à travers le monde, dans le cadre de la coopération interparlementaire, mais surtout la diplomatie parlementaire. Donc je tiens à féliciter mon collègue pour ce travail ô combien important au niveau de la 50e législature. Merci, député Abel Descollines. Une question. Vous faites partie d'un groupe de députés de l'opposition, alors que le député Cyprien, lui de son côté, fait partie du groupe majoritaire, ou bien du groupe dit majoritaire, ou du groupe majoritaire tout simplement. Dites-moi, quels sont les motifs? Est-ce qu'ils sont toujours idéologiques, faire partie d'un bloc, ou encore est-ce que vous avez été motivé par un courant politique ou par le fait que vous soyez membre d'un parti politique? Comment cela se passe au niveau de la Chambre des députés, député Cyprien? Bon, là, parler des blocs politiques, des courants de pensée politique au sein du Parlement, on va dire qu'il y a quelque chose plus ou moins qui ne soit pas trop clair. Bah, regardez, je suis du bloc majoritaire, du PHTK, et mon collègue Descollines n'est pas du bloc majoritaire, mais il est aussi du PHTK. Moi, je pense qu'il y a donc, une question de... Ma question a tout son sens. Oui, oui. Ma question a tout son sens. Et le député Abel Descollines aura à éclairer notre lanterne. Pas votre lanterne quand même, puisque je suppose que vous êtes déjà informé. Oui. Alors, on y va. Ma religion est déjà faite à ce votre religion est déjà faite. Oui, alors dites-nous, député, comment cela se passe? Moi, je pense qu'il y a une question d'affinité de pensée. Et on peut être de même parti politique, mais on se retrouve mieux dans un bloc ou dans un autre. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière. On était en train de voter. Et puisque moi, j'ai voulu voter dans le sens de la majorité, il y a un député de l'opposition qui me disait, mais député Cyprien, que bon, voilà, il fallait voter au même endroit que nous. Mais j'ai dit non, je fais partie d'un bloc majoritaire. Donc, en principe, si le bloc vote à droite, je dois voter à droite, pour être cohérent. Si le bloc vote à gauche, je fais voter à gauche pour être cohérent. Mais j'ai dit, autant que ceci ne choque pas mes convictions personnelles. Maintenant, si le bloc doit voter dans un sens et que ça heurte mes convictions personnelles, j'ai le droit de reprendre mon droit de parlementaire, soit de voter contre ou de faire l'abstention. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça. Voilà comment ça se passe au niveau d'un Parlement. Toutes les cartes sont disponibles, toutes les cartes sont là. Voilà. Donc en principe, on est parlementaire. La première chose, on est parlementaire. Le parlementaire est celui qui est libre d'aller directement en fonction de ses convictions. Il peut voter à droite, il peut voter à gauche, il peut s'abstenir.
Ce sont les 3 possibilités que le droit parlementaire nous donne. Mais quand on fait partie d'un bloc, même si on n'est pas pour quelque chose, si on doit voter en conformité avec les convictions du bloc, on doit voter dans le sens du bloc. Voilà. Et vos convictions personnelles? Non, si ça heurte vos convictions personnelles, là, vous pouvez choisir dans les 3 options, soit de faire abstention ou de voter contre. Autant que ça ne bloque pas, ne va pas à l'encontre de nos convictions personnelles. Vous vous retrouvez dans ces discussions, député Abel Écoutez, Décolé? Wendell, votre question est de savoir quelle est la motivation d'un député à faire partie d'un bloc ou de tel bloc au niveau du Parlement. Évidemment, cela nous amène justement à des considérations en matière du droit parlementaire. Il y a 2 considérations évidemment dominantes à travers les parlements du monde, ce qu'on appelle le nomadisme ou transhumance. Ça veut dire quoi? Nomadisme, c'est quelqu'un qui est élu, je dirais, sur un parti. Vous parlez du nomadisme. Voilà, nomadisme et transhumance. Donc ces 2 concepts, je dirais, traversent la réalité de plusieurs parlements du monde, dans le nord comme dans le sud, par exemple. Un pays comme le Canada, qui est une grande démocratie, vous avez à chaque législature des députés qui sont élus sur un parti politique donné, soit le Parti libéral, et qui, pour des raisons d'ordre idéologique, laissent au cours de cette législature... Au convictionnel. Au convictionnel, voilà. Donc, et cela arrive, je dirais, couramment en Haïti. Est-ce que fait partie d'un bloc au Parlement haïtien, ça a attrait à un socle idéologique? Ce dont je ne suis pas certain. Nous sommes malheureusement dans une démocratie où généralement on est contraint, on est forcé de faire partie de la majorité. Je ne dis pas que ce soit le cas de mon collègue Bryce Cyprien, mais je dirais contraint parce que le député a une préoccupation, pouvoir réaliser des projets dans sa circonscription au profit de ses mandants. Or, il arrive dans la pratique politique chez nous, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, il n'est pas facile justement d'avoir des projets. Je ne dis pas qu'il est totalement impossible, je dis pas facile. Donc ce qui fait que au Parlement haïtien, et c'est le cas aujourd'hui avec le bloc majoritaire, il est vrai que le PHTK a un nombre considérable de députés, mais pas 72 députés. Alors que APH, c'est aujourd'hui 70-72 députés. 72 des députés de KID, des députés de la paix, quand même, qui est l'autre face de la médaille, quand on sait justement le combat ô combien constant qui a été mené lors des élections présidentielles entre PHTK d'un côté et le candidat de la paix, Jules Célestin. Or, aujourd'hui, il y a à l'intérieur de ce bloc majoritaire des députés de la paix, pour ne citer que ce parti politique-là. Alors qu'on retrouve un Abel Décolline de sensibilité plus ou moins proche du parti au pouvoir et qui se retrouve dans l'opposition. Se retrouve dans l'opposition aux côtés de Famille Lavalas, de Petite Dessalines et autres. Très bien. Et c'est pourquoi, je vous disais préalablement, j'ai évoqué ces 2 concepts, le nomadisme ou transhumanisme, puisque à travers la définition de ces 2 concepts, le député peut avoir abandonné son parti politique pour des raisons de conviction politique, d'ordre idéologique ou d'autres intérêts. Voilà. Mais vous avez évoqué une question de projet. Est-ce que ça veut dire que le positionnement d'un parlementaire peut aussi avoir, je dirais, une allure économique? Évidemment, oui. Et dans la définition... Plutôt mercantile. Dans la définition du concept de transhumance parlementaire, dans certains pays, certains parlementaires, justement, avoir été élus sur un parti politique et se retrouver dans un autre bloc au niveau du Parlement, la motivation, entre autres considérations, c'est souvent, justement, des raisons d'ordre économique. Ou populiste? Non? Je ne dirais pas, et parlons de préférence convictionnelle. Vous diriez pas ça, mais vous diriez quand même que c'est de bonne guerre. Par exemple, si j'ai un certain nombre de mandants qui placent leur confiance
moi, je suis devenu député ou sénateur de la République. Plutôt que de choisir d'être de l'autre côté de la barrière, je pourrais par exemple me mettre du côté du pouvoir, du groupe majoritaire, question de pouvoir atterrir, je dirais, en termes de promesses Et faites à la c'est population. cela la motivation d'un nombre important de collègues dans Et cette vous n'avez pas de projet, législature. vous autres, de l'opposition, vous n'avez pas de... Bien évidemment, vous n'avez pas fait de promesses, bien évidemment, nous avons des projets, mais il y a aussi la conviction, il y a aussi la compréhension. Nous n'avons pas toujours la même idée de la gouvernance de la Respublica, donc ce qui fait justement dans un Parlement, quoi qu'il y ait des attentes, mais il faut savoir regarder en face la réalité et faire la décantation entre l'intérêt immédiat de pouvoir trouver, je dirais, un ou deux projets et ce qui constitue le bien-être et le bien-être de la population, l'intérêt général. Merci, Je pense député. que je vais ajouter un mot sur ce que Je pensais que vous alliez exprimer un vient de désaccord. dire. Non, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est un désaccord. Mais vous dites que vous allez ajouter un mot. C'est C'est un pas ironie désaccord. que vous le dites, non? Parce que quand on analyse l'évolution du système parlementaire haïtien, au sein même du Parlement, il y a des fois des parlementaires qui choisissent d'être dans l'opposition, c'est pour pouvoir mieux se tirer d'affaire. Donc vous voyez, donc il y a une sorte de contradiction dans la situation même du parlementaire haïtien. Parce que être dans l'opposition vous porte à, vous donne, je dirais, une de position l'aura pour négocier. pour négocier. Négocier avec le pouvoir. Ok. Alors, Donc, alors que si vous êtes déjà membre du bloc majoritaire, donc, c'est déjà un acquis pour le pouvoir. c'est un acquis pour le pouvoir, donc il faut négocier avec ceux qui sont dans l'opposition. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours vrai être du bloc majoritaire pour pouvoir bénéficier de projets ou autres. Des fois, l'opposition en bénéficie plus parce que l'opposition est une arme Moi, je pense pour que pouvoir négocier. Est-ce que le député Price n'a pas raison? Parce que si j'étais, par exemple, du pouvoir, ou encore si j'étais au pouvoir, je serais plus enclin à négocier avec un parlementaire de l'opposition plutôt qu'avec un député qui a déjà un acquis. Vous voyez, de ce point de vue, moi, je ne suis pas en désaccord avec le collègue Price. C'est un élément, effectivement, de motivation qui peut expliquer le positionnement politique d'un député. Mais il ne faut pas généraliser, ça n'est pas toujours le cas. Il y en a qui se retrouvent dans l'opposition à partir d'une analyse objective de la situation et qui pensent pouvoir être utiles, justement, en jouant ce rôle de vigie, de pouvoir dénoncer, alerter pour éviter qu'il n'y ait pas de dérive sociétale. Voilà. Merci, merci député des Collines, merci député Price, Cyprien. Alors, avant d'entrer de plein pied dans la question qui nous préoccupe ou qui nous concerne aujourd'hui, permettez, député Abel des Collines, que je pose cette question à votre collègue, député Price, Cyprien. Quand vous avez entendu que le Premier ministre était ou est sur le point d'être interpellé par un groupe de députés, qu'est-ce que ça a provoqué, qu'est-ce que ça a fait en vous, ou encore en d'autres termes, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, d'abord par les réseaux sociaux, vu que j'étais en déplacement, j'étais en Martinique pour mes conférences, donc j'ai appris qu'il y a eu une sommation. Des députés ont sommé le Premier ministre pour pouvoir se présenter. J'ai dit, tiens, là, il y a mal donne. Il y a mal donne parce que le mécanisme de sommation, c'est un mécanisme relatif à la procédure civile ou pénale, ou la procédure dans l'avocature. Donc un avocat... Elle est plutôt juridique, vous voulez dire? Plutôt juridique. Un avocat peut sommer quelqu'un pour avancer, mais dans le droit parlementaire, il n'y a pas ça. La logique serait d'écrire au président de la Chambre et de solliciter cette interpellation par un certain nombre de députés. Je pense que très vite, ils ont porté cette correction. Donc, ils ont écrit, je crois, les députés des Collines, ils ont écrit. Les 16 ont écrit pour rectifier le tir. Parce que la sommation, ce n'est pas l'instrument du parlementaire pour agir, pour faire une interpellation. Mais ce qu'on pourrait dire que l'interpellation fait partie du droit parlementaire. Donc, ça fait partie des prérogatives d'un parlementaire.
on peut, pour une question ou pour une autre, décider d'interpeller un ministre ou même le Premier ministre, comme ils ont fait là. Ça fait partie du droit parlementaire. Maintenant, quelle est la motivation politique de cette interpellation? C'est là toute la question. Est-ce que vraiment, par les temps qui courent, il y a lieu d'interpeller et de sanctionner un Premier ministre? Est-ce que c'est le bon moment? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on ne peut pas enlever le droit à un parlementaire d'interpeller un Premier ministre. Député Abel Descollines, est-ce qu'il y a motivation politique dans cette démarche? Alors, permettez, avant de vous donner quelques éléments de réponse, pour rappeler à mon collègue Cyprien, d'ailleurs, j'ai noté tantôt qu'il est professeur à l'université, donc il ne fait pas que de la politique. La démarche de sommation n'était pas faite dans le cadre de la procédure parlementaire. Et il le sait pertinemment, le parlementarisme qui remonte, mon Dieu, à des siècles, 1700 en Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle la procédure parlementaire, il y a la tactique parlementaire. Et, il y a aussi la stratégie parlementaire. Il y a la stratégie. Et je peux vous donner quelques exemples aux téléspectateurs. Également, infirmer un quorum au sein du Parlement, c'est écrit nulle part dans les règlements intérieurs des parlements du monde. Le marronnage parlementaire, ça ne fait pas partie également des éléments constitutifs des règlements intérieurs. Mais c'est courant. C'est dans la pratique. Mais c'est dans la pratique, voilà. Donc, étant donné que nous autres de la minorité, après avoir écrit depuis tantôt 1 an, mais mon Dieu, des courriers, des correspondances au Premier ministre qui n'a pas donné de réponse, bref. Donc, on a voulu faire un coup d'éclat politique, prendre à témoin l'opinion. Et vous voyez, à tort ou à raison, ça a défrayé la chronique. Mais nous savons quelles sont nos responsabilités. Non, mais c'est normal que ça défraie la chronique, député. Ouais. Un journaliste qui entend que le Premier ministre de son pays est interpellé, écoute, c'est normal qu'il réagisse, c'est normal qu'il cherche désormais, ça fait partie du paysage en termes de stratégie parlementaire. Voilà. Donc, ça n'est pas un mal absolu. Donc, c'est dans le cadre justement d'une stratégie parlementaire. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'interpeller le Premier ministre? Donc là, peut-être vous allez me citer les 5 raisons mentionnées dans la lettre. Oh, je ne dirais pas. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, est-ce qu'on ne peut pas les garder pour la pré-pause? Volontiers. D'accord. Donc, on revient après la pause pour en parler. Merci, député Abel Descollines. Merci, député Price Cyprien, d'être avec nous ce matin. Je vous invite à observer avec moi la pause et puis on ira beaucoup plus loin au retour. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les députés Price Cyprien et Abel Descollines sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Les députés Abel Descollines et Price Cyprien. Député Abel Descollines de Boukankari, c'est ça? De Mirebalais. De Mirebalais, oui. Et député Price Cyprien de Thomaso. Oui. Il faut dire avant, Boukankari et Mirebalais étaient ensemble. Alors on a scindé les deux communes. Ah, on a scindé. OK. Alors, je suis à vous, député, pour nous dire pourquoi vous avez jugé bon, pourquoi vous estimez opportun d'interpeller le Premier ministre. Très bien. Avant la pause, mon collègue Cyprien a bien voulu rappeler qu'il s'agit là d'une prérogative constitutionnelle des parlementaires. Et tout le monde est d'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'interpeller le Premier ministre? Oui. Monsieur Jacques-Guy Lafontan est arrivé depuis plus d'1 an à la primature à l'issue de la présentation de l'énoncé de sa déclaration de politique générale où il a fait des promesses à tort et à travers et il a pris des engagements. Maintenant, nous sommes à plus d'1 an de l'exercice
de M. Jacques Guy-Lafontan à la primature, à la tête du gouvernement, la situation est un peu plus catastrophique. Les indicateurs sont au rouge, qu'il s'agisse sur le plan social, sur le plan de la sécurité. Parlons de la sécurité, puisque comme Premier ministre, M. Jacques Guy-Lafontan est le président du CSPN. Wendell Théodore, la police n'a jamais été aussi démoralisée, la police n'a jamais été aussi inéquipée, alors que l'insécurité fait rage à travers le pays. N'en déplaise au Premier ministre Jacques Guy-Lafontan qui déclare péremptoirement que Haïti n'a pas d'insécurité. Alors que dans une période récente, on a vu ce qui s'est passé dans la localité Grand Ravine. Voilà, la mort des policiers, des citoyens, la disparition de ce journaliste, ce qui s'est passé dans le nord au Cap-Haïtien lors de la présentation de ce rapport Petro-Caribé par les sénateurs Yuri Latortue, Jacques Sauvejean, bref, et l'attaque même contre le cortège du président de la République l'année dernière à La Cayenne. Donc, ce qui prouve qu'il y a malheureusement une situation d'insécurité généralisée dans ce pays. Avoir entendu un Premier ministre qui déclare qu'il n'y a pas d'insécurité, c'est grave et gravissime, donc ça témoigne de l'irresponsabilité, de l'incapacité de M. Jacques Guy-Lafontan. Un moment, député. Vous avez une motion. Est-ce que ça suffit pour interpeller le Premier ministre, à votre avis, député? Bon, en principe, et comme le député des Collines l'a dit, ils ont encore d'autres choses, d'autres charges, je dirais, qui pèsent sur le Premier ministre. Mais là, si on avance avec la question de l'insécurité, bon, c'est vrai qu'on peut parler d'insécurité dans le pays vu qu'on n'a pas cette culture de voir ce genre de choses se répéter dans le pays. Moi, je pense qu'il y a des mesures urgentes à prendre en ce sens, parce que c'est vrai que quand on parle d'insécurité en Amérique du Nord, en Amérique latine, on pourrait dire que ce qui se passe en Haïti n'est rien. Je suis passé en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, on m'a dit, mais si on ne vous emmène pas à un endroit, il ne faut pas s'aventurer comme ça. Parce que pour un rien, et même pour un téléphone, on peut voir que vous avez un portable en main. Pour prendre le portable, vous pouvez risquer votre vie à cause du portable. Donc, Dieu soit loué, Haïti n'est pas dans cet état. Ceci n'empêche que le responsable du CSPN, il doit prendre les mesures nécessaires avec le ministre de la Justice, le secrétaire d'État à la sécurité publique et le directeur général de la police. Il y a des mesures à prendre pour freiner tout acte de banditisme qu'on pourrait voir dans ce pays. Parce que nous, on n'est pas habitués à ce genre d'insécurité. Moi, je pense qu'il faut pousser les autorités responsables à prendre leurs responsabilités en ce sens pour freiner dans l'œuf toute velléité d'insécurité qui pourrait prendre pied dans le pays. Alors, moi, je voudrais profiter de cette occasion, de cette opportunité pour demander à l'ancien journaliste, actuel député Abel Descollines, il dirait quoi par rapport à ceux qui pensent qu'Haïti, dans la région, figure parmi les pays les plus sécuritaires? Écoutez, Wendell, et j'ai écouté mon collègue, les analyses comparatives, évidemment, c'est pas interdit, mais quand même, ne nous voilons pas la face. L'insécurité, évidemment, des cas d'insécurité, cela existe à travers le monde, dans tous les pays du monde. Mais ce que, justement, en matière de comparaison, avoir écouté un ministre ou un Premier ministre dans n'importe quel pays déclarer, alors que l'insécurité fait rage, et dit
tout le contraire. Et c'est une faute grave qui, dans les grandes démocraties, amène à la démission. Regardez ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne. Le fait qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas été en mesure d'appréhender et de donner des explications, je dirais, à la représentation nationale, la Chambre des communes, donc elle a été contrainte à la démission. Et c'est régulièrement que nous observons dans les pays, pas seulement aux États-Unis, automatiquement qu'il y a un dérapage même dans le langage, donc ça peut coûter un poste ministériel. Donc voilà un Premier ministre qui est en charge. Il faut dire aussi, Abel, que la démission ne fait pas partie de la culture de l'haïtien. Bon, ben écoutez, je concède. Donc, c'est pourquoi, justement, comme le Premier ministre n'est pas à la hauteur, mais il n'est pas conscient de cela, donc nous voulons utiliser cette prérogative pour effectivement contraindre M. Jacques-Guy Lafontan à passer la place à quelqu'un d'autre qui soit à la hauteur. Et il y a d'autres exemples. Le président américain Métropole en avait parlé, avait déclaré que Haïti est un pays de merde. Et ça avait choqué toute la société haïtienne. Ça a été la réprobation, l'opposition et le pouvoir. Moins le Premier ministre qui a déclaré à Jérémy, il n'était pas sûr que Donald Trump avait tenu de tels propos, alors que toute l'Afrique, mais d'autres pays à l'échelle du continent européen, avaient pris le contre-pied d'une telle déclaration. Donc pour M. Lafontan, il n'était pas sûr. Quand même, c'est un Premier ministre, le deuxième personnage de l'exécutif. Donc, tout cela démontre l'incapacité de ce monsieur. Au niveau de l'éducation, mais nous sommes au bord de l'explosion. Wendell Métropole est partout, à travers ses reportages, des manifestations de rue, des grèves dans les écoles. Mais n'est-ce pas ce Premier ministre qui avait pris des engagements lors du budget rectificatif 2016-2017 de vouloir acquitter justement des arriérés et de pouvoir justement régulariser cette histoire de lettres de nomination. Donc aujourd'hui encore, rien de tout cela n'a été fait au niveau de la primature à travers l'OMRH, mais il y a des milliers, des centaines de lettres de nomination en attente d'être signées par M. Jacques-Guy Lafontan, puisque sa préoccupation n'est pas celle de pouvoir créer un environnement propice, donc il laisse la situation se détériorer. Ok. Et député, rendons l'émission un peu, disons, plus ou moins didactique pour le public, pour les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Quand on interpelle un Premier ministre, très bien, ce dernier doit s'attendre à deux choses. Soit une motion de censure, soit un vote de confiance. Très bien. Je me suis bien expliqué ou pas? Effectivement. Okay. Dans le cas qui nous préoccupe, dans le cas d'aujourd'hui, le Premier ministre a un bloc majoritaire qui compte 72 députés pour vous répéter. Comment vous entendez vous y prendre pour obtenir satisfaction? Puisque là, vous insinuez que le Premier ministre devra céder la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que le bloc minoritaire a les moyens de sa politique? Avez-vous suffisamment d'arguments pour convaincre les membres du bloc majoritaire à se ranger de votre côté, de vos côtés, pour aller dans le sens que vous souhaitez au niveau de l'opposition? Êtes-vous sûr que vous allez y arriver? Des arguments, nous en avons, et les faits sont là. Et nous ne sommes pas en train d'inventer des accusations fantaisistes contre le Premier ministre. Je viens de parler des questions de sécurité, l'éducation, mais je pourrais en citer d'autres, bien évidemment. Bon, ça va mal. Je pense que tout le monde doit être d'accord que ça va mal. Ça va mal. Maintenant, vous l'avez dit,
quand on interpelle, il y a deux scénarios possibles, vote de censure ou vote de confiance. Écoutez, Wendell, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis des politiques. Que je sois Abel Descollines de l'opposition, le député Cyprien de la majorité, quand on nous observe dans la rue, on dit « mais c'est du pareil au même ». Parce que tout simplement, la population ne voit pas dans ses dirigeants, dans ses représentants, une velléité de pouvoir changer les choses. Donc nous autres, notre démarche, à travers cette motion d'interpellation, ça n'est pas, comme je disais tantôt, du fantaisiste. Ce n'est pas pour faire du chantage politique. Il y a une réalité. Non, mais on dénote aussi, député Abel Descollines, un manque de cohésion, de cohérence dans la démarche des parlementaires. Qu'est-ce que vous appelez manque de cohésion? Je vais vous dire. D'abord, il y a 1 ou 2 semaines, on exerçait une certaine pression sur le Premier ministre pour qu'il opère un changement au niveau de son cabinet. S'il ne le fait pas, il sera interpellé. Ce changement est intervenu. Il a fait ce remaniement. Peut-être ce remaniement n'a pas comblé les attentes des parlementaires, mais vous l'avez demandé, il l'a fait. Et quelques jours plus tard, il est sommé de présenter les dossiers des parlementaires, des ministres, pardon, des nouveaux ministres, pour voir est-ce que la nomination de ces ministres avait été faite dans le sens de la Constitution. En conformité avec la loi. Avait été faite en conformité avec la loi. Il paraît qu'il y a eu problème dans la démarche des parlementaires. On a lu une note du Premier ministre dans laquelle il avait exprimé une certaine confusion, ne sachant pas exactement ce qu'il devait faire, au point où il s'est adressé, en fait, dans la correspondance adressée au bureau de la Chambre des députés. Aujourd'hui, on pensait qu'on allait donc observer autre chose. Hier, la nouvelle est tombée. Le Premier ministre est interpellé. Le public qui observe maintenant peut se poser certaines questions, à savoir, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohésion dans la démarche de nos parlementaires? Moi, je vous pose la question, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de manque de cohésion. Vous l'avez rappelé, Wendell Théodore, ceux qui ont demandé un remaniement, ce sont entre autres des députés de la majorité. Nous autres, de la minorité, depuis la nuit des temps, nous l'avons dit, M. Jacques-Guy Lafontan n'est pas à la hauteur. Donc, il n'est pas en mesure, justement, de porter un certain nombre de réponses. Nous pensons ce qui est utile, c'est le départ de M. Jacques-Guy Lafontan. Donc nous sommes dans une démarche constante, au contraire, nous sommes dans la cohérence. Donc c'est cette clarification que je voulais apporter à votre attention et à l'attention des peut-être vous pouvez être cohérent avec vous-même au niveau du bloc de l'opposition. Très bien. Vous êtes cohérent, ça se comprend. Ça se comprend. Mais maintenant, écoutez, Abel Descollines, le public qui vous suit, le citoyen lambda qui vous suit maintenant et qui sait 2 semaines, voilà ce que vous avez demandé, et aujourd'hui, voilà ce que vous demandez, eh bien, il ne va pas voir Abel Descollines, il ne va pas voir Prince Cyprien, il va voir la chambre basse. Je sais comme journaliste... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je sais qu'en tant que journaliste, vous êtes en contact avec l'opinion. Mais moi, je peux vous témoigner que ce remaniement, mais mon Dieu, ça n'a pas fait... Non, je ne parle pas du remaniement. Je parle... de l'interpellation. Oui, on parle de l'interprétation. Vous évoquiez tantôt justement l'interprétation de l'opinion. C'est ça, la perception. La perception. La perception au niveau de l'opinion, mais cette histoire de remaniement... pour l'opinion, ça n'est pas un effort qui a été fait, d'ailleurs. Ça n'est pas un effort, puisque les ministres qui ont été débarqués,
parce que tout simplement, ils n'ont pas eu un carnet d'adresse important auprès de la présidence ou auprès de la primature. Voilà, donc c'est tout simplement ce que j'appelle un recadrage politique. On a voulu écarter quelques ministres, évidemment, qui n'étaient pas non plus à la hauteur, et rentrer d'autres ministres. Mais au final, personne n'est à la hauteur de ce qu'on fait. Moi, je pense que... mes collègues, si vous avez des éléments pour prouver le contraire, si vous avez des éléments s'agissant des questions sectorielles, écoutez, expliquer à la population depuis 1 an, voilà ce qui a été fait en termes de progrès. Le remaniement était nécessaire. Et je pense qu'il faut l'approfondir. Moi, je pense que maintenant, on est à une phase de la politique du pays où on doit avancer vers une stabilité, mais une stabilité réelle qui va permettre au pays d'enclencher la voie sur le développement économique. Bon, c'est vrai que l'opposition a présenté... a fait une interpellation, a fait une demande d'interpellation auprès du bureau, auprès du président de la Chambre des députés. Et je pense qu'il y aura, on va faire le suivi de cette interpellation. Et comme a dit Wendell tout à l'heure, le bloc majoritaire est de 72 députés, pour confirmer ce que nous avons dit Abel et moi. Donc on est 72. Est-ce que l'opposition, l'interpellation de l'opposition va pouvoir tenir face aux 72 députés? N'oubliez pas que le Parlement, on dirait, pour dire mieux, la Chambre des députés est une et indivisible. Moi, l'effet que cette interpellation, je vais m'expliquer, l'effet que cette interpellation va faire sur nous du bloc majoritaire, on va analyser le bien fondé de cette interpellation. Parce que dans une démocratie, même quand c'est la loi de la majorité qui l'emporte, mais les minorités ont leurs droits aussi. Donc si le bloc minoritaire a jugé bon d'interpeller le Premier ministre, c'est qu'il y a sans doute quelque part quelque chose qui ne va pas. On ne va pas dire que dans le bloc majoritaire, on va rejeter d'un revers de main cette interpellation. Député, on l'a dit, et le député Abel Descollines a peut-être raison. S'il y a des choses qui bougent, s'il y a des choses qui marchent, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Non, nous allons, je vais vous dire... Du point de vue général, c'est que nous allons interpeller... Il y a des problèmes, Nous allons interpeller cette interpellation. Parce que s'il y a une interpellation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, du bloc majoritaire, on est obligés d'analyser l'interpellation, de poser les questions telles qu'elles sont et voir comment trouver les solutions. Et comment porter le Premier ministre à trouver ces solutions-là. Parce que, vraisemblablement... Mais vous ne voyez pas venir un vote de censure, une motion de censure? Donc, vraisemblablement, on ne voit pas venir un vote de censure. La motion ne pourra pas passer. Même si vous êtes convaincu que ça ne marche pas? Je ne dis pas... C'est pour ça qu'on va analyser d'abord. On va analyser d'abord pour voir le bien fondé, Tout va à merveille dans la République. Non, on ne dit pas ça. Non, il ne l'a pas dit. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça que tout va à merveille. Parce que s'il y a une partie, s'il y a un bloc du Parlement, de la Chambre des députés, qui estime que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque part où le bas blesse. Oui. Donc il faut écouter ce bloc. Oui, il faut écouter la population. La voix de la minorité ou bien des minorités. Analyser et voir comment on peut aller de l'avant. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le document, la lettre qui a été acheminée au président de la Chambre des députés. Moi, je pense qu'au plus vite, le bloc majoritaire doit se réunir pour analyser cette interpellation avant même que ça se fasse dans les prochains jours. Et Wendell, ça n'est pas une démarche isolée
D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous avons repris le soin, nous autres de la minorité, de rédiger 117 correspondances à adresser à nos collègues de la majorité et des autres blocs de la minorité. Puisque, nous l'avons dit tantôt, nous n'avons pas aucun problème personnel contre la personne de Jacques-Guy Lafontaine. Nous sommes des représentants du peuple, ça va mal dans le pays, donc nous invitons nos collègues, femmes et hommes d'État au Parlement, à prendre la mesure des enjeux et de pouvoir apporter une réponse. Mon collègue a parlé de stabilité politique. Et vous savez, c'est un gros mot, mais il n'y a pas de plus grande instabilité quand vous avez un gouvernement qui ne soit pas à la hauteur. Il n'y a pas de plus grande instabilité quand le peuple attend des solutions, même un minimum d'un Premier ministre qui ne soit pas à la hauteur. Monsieur Lafontaine, si vous me permettez, depuis qu'il est arrivé à la primature, il a pris un certain nombre d'arrêtés pour rationaliser les dépenses de l'État. Mais vous savez, moi j'ai pris toujours le soin de suivre les émissions de l'économiste Quesnay Farel. Mais si vous avez pris un arrêté pour justement diminuer les dépenses de l'État, rationaliser, et c'était dans le budget précédent, mais dans le budget 2017-2018, au Parlement, le gouvernement n'était pas en mesure de nous dire quelle a été l'économie de ces mesures. Un arrêté justement pour mieux contrôler les véhicules de l'État. Mais il suffit un samedi soir d'aller à Esquina Latina à 1h du matin pour voir des véhicules de service de l'État. Donc c'est un Premier ministre qui n'existe que par des effets d'annonce, mais les résultats, mon Dieu, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Député, donc, Abel à notre avis, la stabilité qui vaille, c'est la stabilité sociale. Donc nous avons besoin, le pays a besoin d'un gouvernement qui soit à même justement d'apporter des réponses aux attentes sociales dans ce pays tant que la situation est difficile. Avant une intervention du député Cyprien, je voudrais vous demander, député, est-ce que vous n'êtes pas en train de rendre service au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine? Si je ne m'abuse, je sais que si vous l'interpellez aujourd'hui et qu'il arrive à obtenir un vote de confiance, vous mettriez encore du temps avant de l'inviter, avant de l'interpeller. Vous ne pourrez pas l'interpeller tout de suite. Ça n'est pas de cette façon que nous avons analysé notre démarche. On critique... Non, mais il faut tenir compte aussi de toutes les possibilités. Je réponds à votre question. De tous les enjeux. Je réponds à votre question, Wendell Théodore. On critique aux parlementaires, justement, de s'éloigner de leurs attributions de contrôle. Donc, nous autres, nous savons quelles sont nos responsabilités et en l'espèce, nous voyons que cela va mal, donc nous avons usé justement de cette prérogative. Plaise maintenant à la majorité de décider, est-ce que le plus important, c'est maintenir un Premier ministre incapable ou répondre aux attentes de cette population affamée, de cette population inquiétée par le chômage, l'insécurité, l'instabilité généralisée. Donc voilà, l'histoire dira, pour reprendre Alain Tunier, lorsque la nation demande des comptes, donc l'histoire dira, à l'issue de cette séance d'interpellation, est-ce que la majorité avait trouvé que Jacques-Guy Lafontaine est plus importante, tout aussi inefficace qu'il soit, ou prendre en compte les besoins, les demandes de cette population. Nous ne sommes pas en train de faire le jeu de quelconque parti politique ou je ne sais de quel courant. Donc nous voyons que cela va mal, donc nous prenons notre responsabilité en vertu des prescrits constitutionnels. Vous avez un mot à placer, député Price?
Bon, en somme, moi je... Ou bien, apparemment, le député Abel de Colline a réussi à vous convaincre? Non. Parce que moi je suis pour la stabilité politique et économique du pays. À savoir que maintenant... Mais si vous le dites ainsi, vous savez que votre collègue peut l'interpréter ou mésinterpréter ce que vous voulez le dire. Non, il a son opinion, il a ses opinions. Alors, je veux dire que si vous dites clairement que vous êtes pour la stabilité, vous insinuez aussi que lui, il est pour l'instabilité. Bon, je vais avancer quelque chose, parce que on voit le parcours du combattant en Haïti pour arriver à voter un Premier ministre. C'est pour cela que j'ai pesé mes mots sur la stabilité politique et économique du pays. L'interpellation est une prérogative du parlementaire. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait pu interpeller le Premier ministre. Maintenant, ce sont les issues. Est-ce que ça va aboutir au vote d'une motion, auquel cas le Premier ministre sera obligé de partir, ou bien la majorité va renforcer sa confiance envers le Premier ministre. Moi, je pense que face à une telle situation, nous, députés, nous devrions prendre nos responsabilités. On ne doit pas être irresponsable face à une telle situation. Comme j'ai dit tantôt, il faut interpeller l'interpellation. Parce qu'à travers l'interpellation, il peut y avoir des questionnements des blocs minoritaires qui soient justes. Vous êtes en train de nous dire qu'il peut y avoir des objectifs non avoués? Non, des questionnements qui soient justes. Qui soient justes, J'ai bien, qui soient justes. Ça veut dire que nous, à travers le bloc majoritaire, dans le bloc majoritaire, nous devrions écouter les préoccupations de la nation. Mais ils vous diront que c'est dans la lettre. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qu'ils ont dit dans le courrier, tout ce qu'ils ont dit, on peut prendre ça pour parole de l'Évangile. On va examiner, c'est pour ça que, en sortant même d'ici, je vais demander au bloc majoritaire qu'on se réunisse pour pouvoir examiner l'interpellation. Parce que n'oubliez pas que dans le cadre d'un vote, le parlementaire a joui de 3 prérogatives, il peut prendre 3 positions. Soit il vote pour, soit il vote contre, soit il s'abstienne. Donc si on estime qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le pays, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir demander au Premier ministre de rectifier le tir et de voir comment faire en sorte que les choses aillent mieux avant d'aboutir à une sanction. Et si la sanction est inévitable, la sanction va le faire, on va le faire. Mais je sais que face à la minorité, on a un bloc majoritaire et le bloc doit être cohérent dans ses décisions. C'est pour cela qu'il est important qu'on se réunisse au plus vite pour pouvoir examiner l'interpellation et voir en tant que parlementaire quelle part de responsabilité on va prendre, même que l'on soit des blocs minoritaires ou du bloc majoritaire, la responsabilité reviendra au Parlement. En tant que parlementaire, nous allons prendre nos responsabilités et dire ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a lieu de demander au Premier ministre de corriger ses comportements, de corriger ses cahiers, ou bien s'il y a lieu de demander le départ du Premier ministre. Donc là, moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'au sein du bloc majoritaire, on doit inévitablement se réunir au plus vite. Vous avez une date pour la séance déjà? Écoutez, la procédure telle qu'elle est élaborée, donc nous avons adressé cette correspondance au bureau. Il y aura très prochainement une conférence des présidents. Donc c'est à la conférence des présidents justement d'apprécier et de fixer une date. Mais nous autres, nous avons déjà nos argumentaires, donc nous attendons impatiemment de pouvoir présenter nos argumentaires justement pour montrer qu'il n'y a pas un problème personnel contre ce gouvernement ou encore le Premier ministre, mais ça va mal. Donc voilà, il y a péril en la demeure. Comme représentants du peuple, nous voulons bien contribuer justement à ce qu'il y ait une sortie dans cette impasse politique, économique et sociale. Pour terminer, député Abel de Colline, Mireballes se porte bien?
écoutez, Mirbalet est à l'image du pays. Le pays est en attente de changement. Nous avons des déclarations, des promesses du président de la République, de son gouvernement. Mais voilà, nous attendons justement du concret. Député Price Cyprien, Thomaso, je sais qu'il y a des problèmes au niveau de Thomaso, il y a des manifestations, il y a une route qui devait être construite, vous avez entrepris des démarches pour que la route soit construite et aujourd'hui il y a un levé campé entre guillemets contre X ou contre qui? Eh bien, ça me dit exactement. Même de la majorité, il est confronté ça me dit aux aléas. exactement sous question Thomaso. Effectivement, et en tant que député de Thomaso, ce n'est pas vraiment mon député pour entrer dans le bagage faire route. Mais sachant que Thomaso, ça nous fait 191 ans d'existence, nous n'avons pas de route. Donc, moi, j'étais obligé de mettre tout poids dans la balance pour commencer route Thomaso. De classer caravane. Route là commencé, non, caravane n'a pas encore arrivé. Okay. Route là commencé, de par les moyens que le député Cyprien fait mettre dans le budget pour route Thomaso, route là commencé. Mais malheureusement, il y a des candidats qui sont en mode d'élection. En mode campagne. En mode campagne. Donc, ils ont fait population soulever contre route là. Moi, je me dis que, bon, il va le lever là encore. Parce que ça fait 11 semaines que nous permettons avec la police, avec DD au ministère de la République, pour débloquer la route là. Parce que ça, il a dit, pas juste, il a manifesté pour faire route, alors la route là a commencé déjà. Donc, pour montrer que c'est manipulation, que des politiciens... Pas de route là du tout, tu as tracé que tu fais. Nous commençons. Ça fait plus d'un mois nous commençons. Ils ont commencé avec mais des qui s'est demandé exactement? Ils ont dit demandé route. Mais c'est manipulation politique. C'est manipulation politique. Mais maintenant, ils vont le relever encore parce que ça fait... Collègue Ouagan est d'accord avec Mounio? Non, il n'est pas d'accord avec Mounio, il n'est pas une réalité, Thomaso. Ah bon? Mounio peut recommencer à lever encore parce que DD aux travaux publics prend trop de temps parce qu'après 11 semaines, rien n'est pas fait encore sur route là. On pense pour continuer route là. Il n'aime pas sur route là, rien n'est pas fait. Donc, mon yo getan dit, on va le lever encore. Moi, je pense que faut l'État prendre responsabilité pour le travail plus vite dans l'intérêt de la population. C'est-à-dire que des fois, il y a l'impression que l'État n'a pas fait rien. Moi, je pense que l'équipe qui est sur route là actuellement, il n'a pas fait travail bien. Il a perdu du temps et je te dis, d'aider ça. Si ça continue comme ça, capable de bon soulèvement de la population. Parce que qui ça, politicien a cherché? Il a cherché toute faille pour manipuler la population. Et si on ne pas aller vite, et tout profiter sous le point pour me voir un message, si on ne pas aller vite dans la question de Thomaso, il y a des gens qui vont lever contre route là encore, malgré que route là a fait. Mais ça me dit mon Thomaso était tête faite. Moi-même, en tant que député Thomaso, je vais demander que moyen qui gagne dans le budget pour Thomaso, il faut l'appliquer à route Thomaso. C'est ça me demander, moi faire mettre moyen dans le budget pour Thomaso, il faut avancer et n'a demandé ministre de la République là pour aider nous dans ce sens et n'a demandé président tout parce que dans caravane le président a dit l'a commencé route là depuis RN3 arrivé jusqu'à la frontière de la République dominicaine. Donc avec moyen nous gagne dans budget, n'a commencé route là mais nous espérons que caravane pendant la venue la fin fait route là pour nous, c'est attendre ça avec population Thomaso. Avec question de ça si Jacques-Guy Lafontaine tombe comme premier ministre ou entravé? Non, pas entravé, route là toujours fait. Ah bon. Puisque moyen dans budget. Il y a la continuité de route là toujours fait. Mais moi je suis solidaire des démarches de mon collègue. Nous dit peuple Thomaso pour y être tête frette, route là fait député à camper avec faut route là fait. Un dernier mot, député des Collines. Dernier mot, merci pour l'invitation. Il a rappelé encore, motion d'interpellation, c'est dans le cadre de l'intérêt général, ce n'est pas une bataille d'un bloc minoritaire contre la majorité. C'est vrai, quand on fait partie de la majorité, on a deux voix de réserve, mais je peux vous témoigner, et mon collègue le sait, à l'intérieur de la majorité, mais mon Dieu, il y a le collègue qui a plein. Nous, dans la dernière année dans la législature, là, 2019, c'est élection, il y a le mais mon bloc, beaucoup, qui a déposé la caillou. Budget rectificatif 2016-2017. Bien de collègues qui, dans la dernière année législature, là, mais mon bloc, beaucoup fait la caillou joindre circonscription électorale. Parce que tu as trop de dettes, tu as fait campagne pour non, pas du tout.
Pas du tout. C'est que, là, nous dit, même au bloc, là, c'est une façon de parler. Même un projet 1 million de gouttes, il y a beaucoup fait atterrir la caillou, soit et pour population, on a joindre toilettes ou de l'eau ou encore on l'école plus ou moins décente. Donc ça veut dire que, non mais ce n'est pas projet, nous pas présenter, si nous pas présenter projet. Mais oui, des projets ont été présentés. Vous entendez à longueur de journée des magistrats, des parlementaires de l'autre monde caper plein parce que tout simplement, payant, n'en déplaise peut-être au président de la République, m'espérer payer après en chantier, mais beaucoup en chantier, puisque lorsque ils font commune, yo lancé, peu importe ces magistrats qui ont exécuté, mais le bon petit projet qui a fait, un travail qui a fait dans Thomaso ou dans Miambalais, ça permet 10-15 personnes joindre travail. Mais là, il y a un blocage et M. Jacques Guy-Lafontan est le premier des responsables de par son incapacité, justement. Il était fait pour être médecin, mais pas pour être Premier ministre. Merci. Moi, député Cyprien, nous sommes d'accord avec les collègues. Bon, de toute façon, Ou pas d'accord? On a avancé vers une analyse de interpellation. Et moi, rassuré en tant que député du bloc majoritaire, si il y a des correctifs pour nous dire, Premier ministre, pour le faire, il doit le faire parce qu'il faut être capable d'écouter sa majorité en dedans le Parlement mandé. Donc, parce que depuis le peuple a mandé non bail, nous c'est pas de voix peuple là, faut qu'il y ait des rectifications qui sont faites au niveau de l'exécutif. Messieurs, merci infiniment. Nous sommes disponibles au public métropole là. Je vais suspendre, remercier publiquement vous deux. Bon, on m'a monté sous nous monter sur Thomason hier, c'est côté dans la région métropolitaine. Donc, je vous remercie parce que lever bonheur. Je vous remercie parce que lever bonheur pour venir là, pour permettre que l'émission en fait jeudi. Mais remerciement tout à fait particulier à Abel de Collines qui quittait Mirebalais matin pour être capable de participer. Franchement, merci député de Collines. Et puis, Kembela, messieurs, bonne journée, bon mois de mai. Merci. Et à vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, les députés Price Cyprien et Abel Descollines. Merci à chacun de vous. Passez une excellente journée, surtout un bon mois de mai avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.